Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Accident en mer au Sénégal, 140 pêcheurs emportés par les vagues en 2017. Révélation du directeur de la protection et de la surveillance des pêches. Les hommes du commandant Mamadou Ndiaye comptent intensifier la surveillance pour plus de sécurité en mer. Sit-in de l'opposition ce vendredi devant le ministère de l'Intérieur. Les riverains de la place Washington appréhendent des dérapages. Toutefois, ils s'étonnent que les anciens initiateurs de l'arrêté Ousmane Gom veuillent le braver et les invitent au calme. Bon nombre de fans souffrent de pertes blanches accompagnées de démangeaisons. Consulter un gynécologue devient un impératif. Les conséquences de l'infection vaginale peuvent être désastreuses pour une femme. C'est le dossier de ce soir. Et enfin, Mondial Russie 2018, Santingom du FC Nantes intègre la tanière pour la première fois. Papi Djilabodji, Armand Traoré et Pabia et Souaré seront de la partie. Le Sénégal croisera en match amicaux l'Ouzbékistan et la Bosnie. La station de surveillance côtière des pêches de Yoff et la brigade participative de Ouakam viennent de lancer une campagne de sensibilisation sur le port du gilet de sauvetage. À ce jour, bon nombre de propriétaires de pirogues n'en disposent pas, encore moins de permis de pêche. Et pour changer la donne, les autorités entendent accentuer la sensibilisation et mener des activités de vulgarisation du code des pêches au Sénégal. Djibissa Johnny était de la partie. 11 h à la maison des pêcheurs de Ouakam. Aux abords du quai, une ambiance morose règne sur le site. Les responsables s'apprêtent à faire la patrouille en mer. Objectif, sensibiliser les pêcheurs sur les dangers qu'ils encourent. La pêche n'est pas interdite à ce niveau. C'est-à-dire que nous insistons sur la sensibilisation. Nous insistons sur la sensibilisation. Faire savoir aux pêcheurs qu'il faut des autorisations pour pêcher. Il faut immatriculer les pirogues et puis en même temps porter les gilets. Après quelques minutes de tour en pirogue, le constat est le même. L'ensemble des pêcheurs rencontrés ne portent pas de gilet de sauvetage. Pire, ne possèdent même pas de permis de pêche. Avez-vous un sifflet pour alerter? Non. Comment ça? C'est grave. C'est obligatoire parce qu'on ne sait jamais. Saluant l'initiative, ces mareyeurs déplorent le mauvais traitement dont ils sont victimes. Ils déplorent l'interdiction d'une partie de la pêche à la plongée. Vous avez vu récemment les heurts opposant pêcheurs sénégalais et mauritaniens. Je vous assure que si toutefois vous insistez sur la surveillance, les pêcheurs vont sûrement y trouver leur compte. Et l'État aussi. J'ai fait la Mauritanie et je sais ce qui se passe là-bas. De grâce, aidez-nous à sauvegarder nos acquis. La station de surveillance côtière des pêches, sous la tutelle de la direction de la protection et de la surveillance des pêches, entend accentuer sa démarche sur la sensibilisation du gilet et l'immatriculation des pirogues. Elle invite les mareyeurs à s'imprégner du code des pêches pour participer à la lutte contre la pêche illicite. 140 pêcheurs ont perdu la vie sur 492 accidents en mer enregistrés en 2017 au Sénégal. Déclaration du directeur de la protection et de la surveillance des pêches. Selon le commandant Mamadou Ndiaye, sur les 176 pirogues inspectées, 27 n'étaient pas en règle. Une situation qui oblige son département à intensifier la surveillance afin de lutter contre la pêche illicite et réduire les accidents en mer. Il s'est confié à notre reporter. Une campagne de sécurisation et une opération de surveillance participative le long du littoral sénégalais. Au total, 12 brigades de surveillance participative ont été activées ce matin et ont opéré des opérations de contrôle et de surveillance en mer. Et à l'issue, le bilan a été satisfaisant. 176 pirogues ont été appréhendées, inspectées. Et sur ces 176 pirogues, 27 ont été en infraction. Les infractions sont de divers motifs. C'est d'abord le non-respect des dispositions en matière de sécurité, de respect des normes de sécurité. Donc il manque l'absence de gilet de sauvetage à bord des pirogues. Et l'autre motif a été l'absence de permis de pêche à bord des pirogues. En 2017, au Sénégal, 92 accidents ont été enregistrés avec un bilan de 140 morts et disparus. Parlons
en santé, les médecins légistes du monde se réunissent actuellement à Dakar pour la 7e conférence de l'African Society of Forensic Medicine. Les légistes fournissent des informations juridiques sur la mort d'un individu ou sur des cas de violence. Cependant, au Sénégal, seuls 32 légistes sont enregistrés malgré les efforts fournis par le gouvernement pour offrir des bourses d'études aux étudiants. Ces derniers ont du mal à poursuivre leur formation. Les éclairages de Ndeye Fatimlo. La médecine légale se prononce sur la cause de décès d'un individu. Elle s'appuie sur plusieurs disciplines. Elle se trouve à l'interface de la médecine et de la justice. Il y a ce qu'on appelle les morts naturelles. Cette mort ne pose aucun problème sur le plan judiciaire. La mort subite, c'est celle qui intervient chez un sujet apparemment sain de manière tout à fait soudaine. Et donc ça peut faire poser des questions. Le troisième type pose problème, c'est la mort suspecte. On pense que c'est quelqu'un d'autre qui a entraîné le décès. On se donne des coups de poing tout de suite. Je descends l'escalier, je meurs. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont vos coups de poing qui ont entraîné le décès? Ça devient un homicide. Fut-il involontaire, c'est quand même un homicide. Donc, pour ces morts, c'est la loi qui le demande. Les légistes n'interviennent pas seulement après la mort. Dans certains aspects, leur expertise est aussi requise. Les certificats médicaux, les personnes vivantes également qui demandent, qui ont été victimes de violences de toute nature. Ces violences peuvent s'exercer sur les enfants, les femmes, même les nouvelles formes de violence, les personnes âgées. Ces violences sont sous-entendues chez nous en Afrique, mais en France, c'est déjà avéré. Au Sénégal, cette spécialité n'est pas très connue. De plus, la ressource humaine et la formation font défaut. Il n'existe que 32 médecins légistes pour plus de 14 millions d'habitants. Ceux qui sont docteurs en médecine, donc après la thèse, on leur demande de faire une spécialisation. Une spécialisation qui se fait en 4 ans, qui a des coûts. L'État a fait un énorme effort en mettant en place des bourses pour les formations. Et malheureusement, tout le monde ne peut pas être boursier. Il y a des régions qui n'en disposent pas, mais de mémoire simplement, je peux vous citer certaines régions, Thiès, Mbour, Saint-Louis, Tamba, Ziguinchor. À compter du 7 au 10 mars, l'Association des médecins légistes du Sénégal organise le 7e forum de l'African Society of Forensic Medicine. À l'occasion, plusieurs thèmes seront développés, surtout le cas de la gestion des migrants décédés. Selon l'association, l'identification des corps participe au deuil des familles. La plateforme Initiative pour des élections démocratiques récuse le ministre de l'Intérieur pour l'organisation de la présidentielle de 2019. Ses membres demandent la mise en place d'une haute autorité indépendante. D'ailleurs, il prévoit un sit-in devant les locaux du ministère de l'Intérieur ce vendredi. Ces responsables de l'opposition rejettent le taux de fiabilité du fichier électoral et exigent le départ du ministre Ali Ngouille Ndiaye. Les détails avec Ibrahim Fall. Encore l'opposition sénégalaise, cette fois-ci avec un visage beaucoup plus engagé. Pas question de voir Ali Ngouille Ndiaye organiser l'élection présidentielle de 2019, même si ce dernier a gagné la confiance du président de la République. L'opposition réclame une haute autorité indépendante pour organiser et superviser les élections, conformément à la première déclaration de l'IED. Nous allons organiser le vendredi 9 un sitting devant le ministère de l'Intérieur à 11h du matin pour demander le départ de Ali Ngouille Ndiaye qui ne saurait être chargé d'organiser, qui est disqualifié définitivement lui aussi pour organiser des élections. Une kyrielle d'incohérence dans les chiffres avancés par le régime en place pour vérifier le nombre de cartes d'identité biométriques retirées et non produites. Tout ceci n'est que de la poudre aux yeux. Carte imprimée avant les élections. Selon la Sénat, il y aurait eu 5 297 530. L'audit révèle 5 197 149. Une différence de plus de 100 000. Le nombre de cartes disponibles non distribuées avant le jour du vote. Selon la Sénat, il y en aurait 1 650 462. Et l'audit ne révèle qu'1 021 502. Il y a quand même plus de 500 000, 600 000 de différence entre les deux données. Donc le total des cartes non produites avant élection, selon l'audit, c'est 1 021 502 et selon la Sénat, 921 916. Le torchon brûle entre le pouvoir et l'opposition. L'audit du fichier et celui du processus électoral demeure l'enjeu majeur des échanges houleux entre les deux partis.
Le sit-in prévu par l'opposition ce vendredi devant le ministère de l'Intérieur inquiète les riverains de la place Washington. Beaucoup s'étonnent du fait que le PDS veuille braver l'arrêté Ousmane Ngom qui avait été pris sous leur magistère. Ils demandent aux responsables de l'opposition de poser des actes qui tendent à cultiver la paix, même s'ils leur reconnaissent le droit de manifester. Un reportage de Code Ndiaye. L'opposition décide de braver l'arrêté Ousmane Ngom interdisant toute manifestation en centre-ville. Le sit-in prévu par le Parti démocratique sénégalais devant le ministère de l'Intérieur n'est pas bien apprécié par ses riverains du ministère. Ils peuvent faire leur marche autre que ce lieu-là. C'est ce qui est normal, comme on est en démocratie. Vraiment, l'opposition a le droit quand même de faire la marche. Et je pense que aussi, comme il y a une interdiction, il doit quand même se conformer à cette interdiction. L'arrêté Ousmane Ngom émane de cette opposition d'aujourd'hui. À cet effet, je l'invite à s'y conformer. Les camarades de Mamadou Diop Decroix n'ont qu'à tenir leur sitting devant la RTS. Pour ce citoyen, le Parti démocratique sénégalais ne doit pas violer une décision prise sous le régime du président Abdoulaye Wade. L'interdiction a été déjà prise par l'ancien régime, donc à savoir l'ancien ministre de l'Intérieur, à savoir Ousmane Ngom, qui avait interdit que toute manifestation à la place de Washington est interdite. Donc je crois que aussi l'opposition, donc pour ne pas créer des problèmes, quand même doit se conformer à cette règle. Une manifestation tenue devant ce bâtiment peut être source de troubles, ce qui pousse ce citoyen à appeler à la paix. Nous sommes tous citoyens et nous souhaitons une paix durable dans ce pays. L'opposition poursuit son combat pour une élection libre et transparente en 2019, une lutte accentuée par les propos de Aly Ngouille Ndiaye il y a de cela quelques jours. Le non-lieu obtenu par l'ex-sénatrice libérale Aïda Ndiong clôt l'une des procédures jusque-là engagées devant la CREI. Évidemment, au-delà de ce dossier, la juridiction spéciale n'a connu que 3 affaires depuis sa réactivation en 2012. L'affaire Karim Wade et le dossier Tahibou Ndiaye demeurent les plus retentissants. La CREI avait été relancée pour la reddition des comptes qui était à l'arrivée du président Macky Sall une forte demande sociale. 6 ans après, qu'en est-il des résultats fournis? Élément de réponse avec Elhaj Moussabey. Lieu en faveur de la libérale Aïda Ndiong, c'est le dernier arrêt que la CREI a rendu après plus de 3 ans de poursuite contre cette dernière. Inculpée pour détournement de fonds et corruption pour un montant de 47 milliards de francs CFA, l'ancienne libérale avait été arrêtée en décembre 2013 pour s'expliquer sur les soupçons d'enrichissement illicite découlant de la passation de marchés de logements sociaux. Juridiction spéciale, la CREI était en sommeil depuis sa création dans les années 80. C'est avec l'arrivée du président Macky Sall en 2012 que la Cour spéciale sera réactivée pour répondre à une demande sociale. La reddition des comptes des ténors du régime de Wade soupçonnés de s'être enrichis illicitement sont mis devant l'épreuve de rendre compte quant à l'origine de leur patrimoine. Contre toute attente, la juridiction n'a connu que 4 procédures depuis sa réactivation, dont l'affaire Karim Wade, la plus marquante de toutes. En 2015, au terme d'un procès que ses souteneurs avaient jugé politique, le fils de l'ancien président sera finalement condamné à 6 ans de prison ferme et a versé une amende de 138 milliards de francs CFA. Au mois de juin 2016, il est gracié et choisi de s'exiler au Qatar. Autre affaire qui a déchaîné les passions dans ce processus de reddition des comptes, le dossier du député maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé. Ouvert en 2014, il n'a pas connu d'avancée significative car étant toujours au stade de l'instruction. Le dernier dossier qui a également connu un retentissement médiatique fut celui impliquant l'ex-directeur du cadastre Tahibou Ndiaye. En 2015, il est condamné à 5 ans d'emprisonnement par la juridiction et est forcé à verser une amende de 3,9 milliards de nos francs. Il faut relever que la reddition est, aux yeux de nombreux observateurs, un échec. La convocation de la liste du procureur général qui avait fait état de 25 personnalités concernées, le recouvrement des avoirs jugés décevants dans le cadre de la traque et les dépenses honoraires octroyées aux avocats de l'État attestent de l'insuccès de cette opération.
Les femmes à l'honneur ce jeudi dans le monde, celle du ministère de l'Intérieur anticipe ces journées avec une session de renforcement de capacités sur le thème approche prospective sur le genre et la sécurité, une manière pour ces femmes de célébrer le 8 mars un cadre d'échange qui leur a permis de se pencher sur le rôle de la femme dans la société, particulièrement dans la sécurité, suivant leurs propos au micro de Code Ndiaye. Le thème, c'est approche prospective du genre et de la sécurité au niveau du ministère de l'Intérieur. Cette formation réunit toutes les femmes issues de toutes les directions et des services de ce ministère. Vous avez vu tout à l'heure, durant les présentations, que ce soit les femmes issues de la police, les femmes issues de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, les femmes issues de l'Agence de l'assistance des proximités, l'ASP, les femmes issues du domaine civil, ça veut dire nous. Cette formation entre dans la politique de renforcement de capacité du département qui cible essentiellement les femmes, parce que ce département a un service de formation qui renforce les capacités de tous les acteurs de ce ministère, que ce soit les chauffeurs, les cadres, les directeurs et le personnel sur le terrain. Donc cet atelier vise principalement les femmes. L'objectif, c'est d'échanger sur le genre et le rôle des femmes en matière de sécurité de manière transparente. L'Observatoire national de la parité prône l'autonomisation des femmes. L'organisation compte mettre l'accent sur celles qui vivent en milieu rural afin d'améliorer leurs conditions de vie. L'ONP souhaite également que les femmes bénéficient davantage de crédits auprès des institutions financières. Selon elle, la prise en compte de la dimension genre est essentielle pour le développement du pays, nous dit Adjara Ndiaye. Les échanges avec les responsables sectoriels de programme, l'Observatoire national de la parité analyse les enjeux de la Journée internationale de la femme. Pour la présidente, ces discussions vont permettre de prôner davantage le processus d'autonomisation de la femme. Nous avons, dans un processus itératif, avoir eu à écouter les présentations par rapport à un certain nombre de points sur lesquels il fallait précisément répondre, justement pour permettre aux participants de bien voir le processus d'autonomisation de la femme dans un projet ou dans un programme. Les femmes rurales seront au cœur des stratégies visant à édifier des économies durables. Notre économie, notre agriculture repose sur l'exploitation familiale. Or, les femmes ne contrôlent que 6,4% des superficies cultivées, ce qui est un problème. C'est pourquoi d'ailleurs on a aujourd'hui invité justement ces acteurs. C'est pour nous permettre de mieux voir dans le domaine du secteur agricole, pêche, élevage, agriculture, quelles sont les difficultés. Problèmes à régler et possibilités à exploiter pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes et filles en milieu rural. Tel est le thème de ce 8 mars. L'ONP compte ainsi impliquer tous les acteurs pour atteindre les objectifs fixés. Et nous en venons à notre dossier de ce soir. Mesdames, si vous avez des pertes blanches accompagnées de démangeaisons, il urge d'aller consulter un gynécologue. Ces symptômes veulent peut-être dire que vous avez une infection vaginale, ce qui peut empêcher à beaucoup de femmes de contracter ou d'arriver à terme d'une grossesse. Les médecins leur préconisent d'aller se faire consulter régulièrement chez les gynécologues pour que la maladie soit diagnostiquée très tôt. C'est l'affaire de Ndeye Fatimlo. Une infection génitale féminine, c'est une présence de germes pathogènes au niveau des organes génitaux féminins. Plusieurs symptômes montrent que nous avons une infection. Les plus courants sont les pertes blanches qui ont une couleur ou une odeur douteuse. Donc, si on a des pertes qui ne sont pas blanches, qui sont jaunes, qui sont bleues, qui sont verdâtres, etc. Si on a des pertes qui sont abondantes, très abondantes, tachant de lèvres tous les jours, si on a des pertes qui grattent, si on a des pertes qui ont une odeur un peu désagréable, de poisson pourri ou de piment frais, ou bien si on a des pertes qui sont associées à des douleurs abdominales, on peut considérer qu'il y a une infection, probablement. Les autres symptômes, c'est évidemment la douleur, c'est cette démangeaison dont on parle, ou bien c'est des douleurs lors des rapports sexuels, ou parfois même des saignements. Si les femmes mariées connaissent bien cette pathologie, je connais bien ce que c'est une infection génitale féminine. Cela m'est déjà arrivé. J'avais des démangeaisons.
Je n'y connais pas beaucoup de choses, mais je sais ce que c'est. Et de plus, il y a des signes. Ce n'est pas le cas de ces jeunes filles. Non. Non, je ne connais pas l'infection génitale. J'entends parler auprès de mes camarades. Et pourtant, les unes comme les autres sont très exposées car les infections vaginales sont la plupart du temps causées par les rapports sexuels ou une hygiène intime excessive. Plus on a des activités sexuelles, plus on peut courir le risque d'avoir une infection génitale. Le vagin contient des microbes, n'est-ce pas? Une flore protectrice qu'on appelle la flore de Doderla. C'est cette flore qui empêche les mauvais microbes de rentrer à l'intérieur du vagin. Lorsqu'on fait trop de toilettes intimes, n'est-ce pas, on dessine cette flore protectrice et là, des champignons peuvent entrer et coloniser le vagin, ce qui va donner évidemment une candidose. Et donc, même sans avoir de rapport sexuel, lorsqu'on fait trop de toilettes intimes, on peut exposer à certains déséquilibres ou certaines infections de la flore vaginale. Cependant, certaines infections vaginales peuvent être sans aucun symptôme. C'est les formes les plus dangereuses. Elles peuvent causer d'énormes conséquences. Certaines infections, notamment les infections aux germes qu'on appelle les chlamydiés et les mycoplasmes, vont finir par boucher les trompes, ou peuvent finir par boucher les trompes, ce qui va entraîner soit une infertilité, des difficultés à avoir des enfants, ou bien ce qui va entraîner des avortements à répétition, ou bien même des grossesses extra-utérines, n'est-ce pas? Les autres conséquences des infections, ce sont des douleurs chroniques principalement, ou des avortements à des stades différents de la grossesse. Au Sénégal, beaucoup de jeunes filles n'ont pas la culture d'aller régulièrement se consulter chez un gynécologue. Non, je ne suis jamais allée voir un gynécologue. J'attends d'être mariée. Non, je ne suis jamais allée. Je ne juge pas nécessaire d'aller. Tous les 6 mois, je vais consulter un gynécologue. Les jeunes filles ne le consultent jamais. Elles ont peur car la plupart d'entre elles jouent beaucoup avec leurs copains. Une attitude qu'il faudra changer si l'on veut prévenir ces maladies. L'examen gynécologique périodique peut être l'occasion de découvrir une infection vaginale. Il ne faut pas attendre d'être marié ou de tomber enceinte pour aller voir un gynécologue. Dès qu'on a ses premières règles, dès qu'on a une activité génitale, dès qu'on a une activité sexuelle, on doit aller chez le gynécologue ou chez la sage-femme au moins une fois par an et ne pas attendre de tomber enceinte ou bien d'avoir une infection pour aller consulter. Les infections génitales touchent chaque année des millions de femmes à travers le monde. Lorsqu'elles sont diagnostiquées très tôt, la guérison peut être rapide. Toutes les femmes sont concernées. Il faut qu'elles privilégient les sous-vêtements en coton ou en soie car ces derniers absorbent l'humidité et maintiennent la zone vaginale sèche. À présent, la page Sport Mondial Russie 2018, Aliou Cissé veut mettre tous les atouts de son côté. Le sélectionneur national a publié une liste de 30 joueurs. Papi Djilabodji, Armand Traoré et Pape Ndiaye Souaré retrouvent la tanière, alors que Santingom du FC Nantes la découvre pour la première fois. Et c'est pour le compte des matchs amicaux que les Lions de la Teranga vont jouer contre l'Ouzbékistan et la Bosnie. On en parle avec Mohamed Diallo. Sénégal, objectif Russie 2018. 2 matchs amicaux pour préparer Russie 2018. Le Sénégal rencontre l'Ouzbékistan le 23 mars au Maroc, puis la Bosnie le 27 mars au Havre. Plusieurs critères motivent ces choix. Jouer l'Ouzbékistan, c'est important pour nous, il ne faut pas les sous-estimer. La Bosnie fait partie des meilleurs en Europe aussi, il ne faut pas les sous-estimer. On a tendance à penser que si on ne joue pas la France, l'Angleterre, l'Espagne, les gros de ce monde-là, que nos matchs n'ont pas de saveur ou bien que nos matchs n'ont pas d'intérêt. Moi je dirais que tout match a intérêt. Alors attention, peut-être sur ce centre-là, oui, voilà, retrait là-bas. Le sélectionneur national a peaufiné une liste de 30 joueurs marqués par le retour de Pape Ndiaye Souaré, Papi Djilabodji et de Armand Traoré. Sans oublier la convocation pour la première fois du jeune Santingom de FC Nantes. Il y a une créativité qui est très intéressante sur sa première touche de balle. C'est un garçon qui est très intéressant aussi. Je crois qu'il y a quand même pas mal de blessés, surtout sur notre côté gauche, où Sali est blessé, où Adama aussi est blessé. Je crois que c'était l'occasion de faire revenir Pape Souaré et Armand. Eh bien voilà, c'est désormais. Aliou Cissé était de la partie en 2002. Aliou Cissé n'a pas manqué d'exprimer son inquiétude concernant les gardiens de but sénégalais. Mais il pense conserver l'ossature de l'équipe nationale pour la Coupe du Monde Russie 2018.
Rien ne va entre le président de l'ODCAV de Mbour et des responsables du mouvement Navétane. Ces acteurs sportifs ont annoncé leur sortie de la structure et réclament la tête du patron de l'ODCAV, Pape Amar Mbodj. Le collectif des ASC du département de Mbour lui reproche une mauvaise gestion de l'organisation. Toutefois, il réitère son engagement à l'ODCAV. Nous rejoignons Mamadou Diop. Rien ne va plus dans l'ODCAV de Mbour, structure qui organise les compétitions du National Populaire dans le département. Des présidents d'ASC annoncent leur rupture avec l'ODCAV. Le collectif des présidents d'ASC du département, après constat de tous ces manquements et pour une revalorisation du mouvement Navétane à travers une gestion sobre et vertueuse par des hommes dont l'éthique et la morale ne sont plus à démontrer, officialise par cette présente sa rupture avec cette ODCAV et réitère son engagement à l'ODCAV. Le collectif des présidents d'ASC reproche au président Pape Amar Mbodj et son équipe une mauvaise gestion de la structure. Après un premier mandat chaotique de 5 ans, animé de magouilles, de malversations et de snobisme, le président de l'ODCAV a rempli avec une nouvelle équipe qu'il a formatée à sa convenance. Son deuxième mandat a débuté par ce que d'aucuns qualifieraient de je m'en foutisme. Pour preuve de son autoritarisme exacerbé, nous remarquerons qu'aucune réunion de bureau ne s'est tenue, encore moins du comité directeur, et ce, durant toute la saison navétane 2017-2018. Mais Sendiaï et ses camarades clament haut et fort que Pape Amar Mbodj a détourné les finances de l'ODCAV de Mbour. En plus des ristournes qui n'ont pas été versées jusqu'à ce jour aux zones 1B, 6B, 7B, 11B, nous vous faisons état de ces états financiers. Moins de 42 000 francs en 2012, moins de 608 000 francs en 2013, moins de 1 028 en 2014, moins de 141 000 en 2015 et le comble, moins de 4 171 en 2016. Les dettes récurrentes et chroniques dues à l'ODCAV et à l'ONCAV. Il ajoute que le président de l'ODCAV a mis à mal les ASC aux autorités administratives et municipales. Cependant, il n'envisage pas porter l'affaire devant la justice. Toutefois, il menace d'aller ailleurs si Pape Mbodj s'agrippe à son poste de président de l'ODCAV. Le collectif des présidents d'ASC, frondeurs, ne compte pas reculer et invite le président de l'ONCAV, la structure nationale, à prendre toutes ses responsabilités. Pour rappel, des enquêtes sont en cours pour élucider cette affaire. L'intéressé Pape Amar Mbodj dément ces allégations. Le président de l'ODCAV charge le directeur de l'agence de développement municipal et président de l'ASC TFS d'être derrière les frondeurs. Selon lui, il n'y a aucune faute de gestion de l'ODCAV. La réaction de Pape Amar Mbodj au micro de nos correspondants sur place. Moi je dis que l'ODCAV de Mbour n'a pas de problème parce que c'est ce qui se présente comme des présidents d'ASC. Ce sont ceux-là même qui avaient un candidat lors des renouvellements de 2017 et qui ont été laminés avec un score de 92%. Maintenant, s'ils se retrouvent en tant qu'anciens responsables, en tant qu'anciens délégués, qui ont perdu leurs privilèges, leurs avantages, leurs positions, et se retrouvent derrière le directeur de l'ADEM pour mener un combat contre l'ODCAV de Mbour. Nous attendons les instructions de la hiérarchie pour prendre les dispositions idoines. Accuse le directeur général de l'ADEM. Il a dit en réunion publique ici au stade et ailleurs. Maintenant, si c'est avec les moyens de l'État qu'un petit directeur qu'il est, il ne trouve rien que de diviser le mouvement associatif, le mouvement sportif, pour des histoires de parrainage, pour des batailles de positionnement politique. Son problème, c'est le parrainage de Maître Youm, le directeur de cabinet du président de la République. C'est connu de tous. Il est venu même nous proposer de doubler l'enveloppe que Omar Youm met pour être parrain de la finale départementale. Moi, je pense qu'il n'honore pas son rang, qu'il n'honore